sur des précautions drastiques. L'organisation au quotidien, donc c'est un peu spécial. Depuis que j'ai su que j'étais justement intolérant au gluten, on a dû réorganiser un petit peu donc la cuisine. Chacun ses casseroles, chacun ses petits couverts en bois avec la petite lettre R pour bien savoir que c'est à René. Voilà, donc ne pas utiliser ceux-là qui sont pour toute la famille, quoi. Toute la famille sauf moi, bien sûr. Et quel est le risque si... Le risque, c'est justement que ça se mette dans le bois, quoi. Et puis, tout ce qui est casserole, tout ce qui est passoire, ne pas utiliser les mêmes. Donc voilà, et ça prend de la place, donc là, il n'y a plus de place, parce qu'il faut 2 casseroles et puis 2 poêles, quoi. Dans le frigo, c'est pareil, on essaye d'avoir des places bien spécifiques. Donc moi, mes produits sont à peu près à ce niveau-là. Alors, le beurre marque toujours un R, comme ça, je sais que c'est à moi. Parce que le problème, c'est la contamination en coupant le beurre avec les miettes qui sont sur le couteau. Donc ça peut poser problème. On va fermer. Et quel est le risque dans un cas de contamination? Le problème, c'est que nous, on n'est pas allergique. Une allergie, ça se voit tout de suite. Mais une intolérance, ça peut être dans 2 jours ou dans 3 jours, quoi. Donc c'est des ballonnements, c'est avoir très mal au ventre, surtout le mal de ventre. J'arrive avec les miens, moi. Il y a chacun les siens. Cette maladie s'exprime à retardement, de façon sournoise. C'est pourquoi il est souvent difficile d'établir un diagnostic. Pourtant, chez ces intolérants, le mal est bien là. Le gluten ronge à petit feu les parois de leurs intestins. Pas avec tes mains, s'il te plaît. C'est ce que René a vécu pendant des années, sans que personne ne comprenne l'origine de ces douleurs. Depuis l'enfance, quand j'avais très mal au ventre, on me disait que c'est parce que je voulais pas aller à l'école, que j'avais un devoir à rendre, alors que moi, je me tordais de douleur. En plus, je grossissais pas, j'avais mal au ventre, j'étais grand. Donc maintenant, je mesure 1m80 pour 70 kg à peu près, alors que je faisais dans les 50-55 kg. Ils ne cherchaient pas, quoi. Ils disaient, oui, vous avez mal au ventre, on va vous donner un cachet, ou alors ça va... C'est parce que vous êtes anxieux, parce que vous êtes stressé, ça va se passer. Mais en fin de compte, ça se passait pas du tout, quoi. C'était de pire en pire. Tu étais pâle? Oui, j'étais pâle, donc ça n'inquiétait pas les médecins, quoi. Ils m'ont même fait, ça m'a toujours fait rire, c'est m'avoir retiré l'appendicite alors que je l'avais pas, quoi. En disant, oui, c'est parce que, bon, allez, on va vous retirer l'appendicite, comme ça, vous vous plaindrez plus. Si tous les intolérants au gluten se font opérer de l'appendicite alors qu'ils l'ont pas, quand on le sait à 40 ans, ça fait quand même mal, quoi. Alors qu'on a ça depuis le début. Est-ce que votre vie était en danger? À ce stade-là, oui, parce que vivre 39 ans intolérant au gluten, mangeant du gluten, donc je pense que mon intestin, il en a pris un gros coup, quoi. C'est vrai que le médecin avait dit vous aurez pu finir entre 4 planches. C'est quand même dommage de dire ça, parce que si ça avait été pris à temps, j'aurais pu manger du sans gluten depuis un bout de temps et être suivi, quoi. Mais j'aurais pu continuer comme ça encore 5 ans, et puis là, je serais plus là en train de vous parler, quoi. T'as plus faim? Non. Le diagnostic qui tarde. C'est l'histoire de la plupart des intolérants au gluten, qui mettent souvent entre 5 et 10 ans pour identifier leur mal, alors que leur organisme ne cesse de s'affaiblir. Cette intolérance, aussi appelée maladie cœliaque, est connue depuis l'Antiquité. Mais une étude récente a démontré que le nombre de malades augmente sensiblement depuis 50 ans. René est suivi à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le professeur Christophe Cellier, gastro-entérologue, spécialiste de cette intolérance. Alors, monsieur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il n'y a pas de souci depuis... Depuis, il y a toujours des petits problèmes de ventre. Et j'ai aussi des crampes assez souvent. Tenez, je vais vous examiner. Alors, quand vous avez mal actuellement, c'est où précisément? Précisément, c'est ici, là. D'accord, c'est toujours au même endroit, et c'est soulagé par les gaz? C'est soulagé par les gaz et puis quand je vais aux toilettes. Mais des fois, ça peut être une crise... Posez la tête tranquillement. Ça peut être une crise qui dure assez longtemps. Voilà, vous me dites si je vous fais mal. Alors ça se traduit comment, la maladie cœliaque, en fait? Qu'est-ce que c'est? La maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le gluten induit une augmentation de l'immunité intestinale qui détruit progressivement la paroi interne de l'intestin, ce qu'on appelle les villosités, et qui empêche d'absorber correctement les nutriments qui sont nécessaires pour vivre, comme le calcium, le fer, les
différentes protéines, les vitamines. Et donc ça entraîne de la fatigue, de la diarrhée, un amaigrissement. Respirer. Tiens la langue, pas d'aftes dans la bouche. Ah si, ça aussi, des fois, j'ai des aftes qui apparaissent. Des aftes. Un des multiples symptômes de la maladie cœliaque qui en compte des dizaines possibles. Migraine, reflux gastrique, douleurs osseuses, ménopause précoce, diarrhée ou constipation. Donc là maintenant on va passer à la prise de sang et en fonction de ça on se revoit pour voir s'il y a besoin de compléter ou non le bilan. La maladie peut aussi être silencieuse, sans symptômes. Le diagnostic est donc très difficile à poser. Seule solution pour la détecter, une prise de sang doublée d'une fibroscopie, un examen des intestins. C'est bon, on est là. Ce matin-là, le professeur Cellier doit justement vérifier si le régime sans gluten d'une intolérante est efficace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire des prélèvements pour voir si le régime fonctionne bien, a bien normalisé tout à l'intérieur de l'intestin. On y va? Donc on introduit à la bouche, là, et puis on... Grâce à une caméra passée par la bouche de la patiente endormie, le médecin peut vérifier l'état de ses intestins. Dans l'ésophage, c'est le tuyau qui conduit de la bouche à l'estomac. Puis on se retrouve dans l'estomac. Et puis après, il y a une sorte de petite porte qu'on franchit, qui s'appelle le pylore. Une fois que cette porte est franchie, on se retrouve dans l'intestin grêle. Et là, on voit les villosités qui sont bien développées, c'est-à-dire qu'a priori, elle va bien absorber. Mais parfois, on a des petites surprises. À quoi ressemblerait un intestin malade? C'est beaucoup plus craquelé, fissuré. On a l'impression d'être abrasé, érodé. Donc là, c'est beaucoup plus... à l'œil nu, en tout cas, mais ça, on le voit toujours après au microscope, ça a l'air plutôt rassurant et satisfaisant. La maladie cœliaque, c'est comme un iceberg. En France, ne sont visibles que les 80 000 malades qui ont été diagnostiqués. Mais selon les spécialistes, il en reste plus de 500 000 qui s'ignorent, des invisibles qui pourtant sont bien là. C'est 1% de la population. On pense qu'il n'y en a que 15% qui sont à 10% diagnostiqués. Ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont peu ou pas diagnostiqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de symptômes. Et puis, parce que les médecins n'y pensent pas. En tout cas, c'est un problème conceptuel pour une maladie qui est quand même extrêmement fréquente et potentiellement grave, hein, puisqu'on peut développer des complications osseuses, des maladies auto-immunes, des cancers, et que ça mériterait quand même de... Bon. Alors le problème aussi, c'est que comme il n'y a pas de traitement, c'est juste un régime. Bon, généralement, c'est l'industrie pharmaceutique qui booste les recherches. Et là, il y a très peu de recherches sur cette maladie parce qu'il n'y a pas de médicaments derrière. C'est un peu le problème. Et voilà, parfait. Peu de recherches, mais pourtant, de nombreux travaux scientifiques se consacrent aux effets du gluten sur l'organisme. Et certaines études soulèvent une nouvelle question, celle d'un lien entre sensibilité au gluten et troubles du comportement. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Genève. Chez Stelior, une association qui étudie les causes et conséquences des intolérances alimentaires. Ce jour-là, devant un parterre de médecins, de scientifiques, d'étudiants et de curieux, un chercheur norvégien, docteur en neurochimie, vient exposer sa thèse. Le professeur Karl Reichelt est l'un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve d'un lien entre gluten et troubles neurologiques chez les patients ayant une prédisposition génétique. Regardez là. Voyez les nombreuses peptides opioïdes? Elles sont présentes dans une molécule de gluten. Il démontre que le gluten contient des molécules opioïdes apparentées à la morphine. Chez certaines personnes, ces molécules traversent les parois intestinales, passent dans le sang et atteignent le cerveau, où elles agissent comme une drogue. Alors, est-ce que ces molécules arrivent dans le système nerveux central? Oui, elles y arrivent. Ces molécules peuvent alors perturber l'apprentissage, la socialisation ou encore jouer un rôle dans la dépression. Pendant 30 ans, tout le monde disait que j'étais le plus grand fou de la chrétienté. Mais l'an dernier, il y a eu 13 articles, des études scientifiques, qui montrent que le passage des intestins au cerveau est une réalité. Et donc maintenant, tout le monde dit
Ah oui, on voit que vous aviez raison, mais cela ne nous plaît pas. La découverte, confirmée par d'autres chercheurs, ne concerne qu'une minorité de patients, particulièrement sensibles au gluten. Pas de panique donc. Et vous en mangez du gluten? Ah oui, la seule chose que je mange pas, c'est du chocolat. Dans l'assistance, une jeune maman. Elle s'appelle Maëlle. Et si elle est très attentive, c'est parce que les propos de ce scientifique racontent l'histoire de sa fille. Tout près du lac Léman, côté Suisse, voici Chania, 11 ans. Jusqu'à l'an dernier, cette petite fille avait beaucoup de problèmes. Des otites à répétition, mais surtout de grosses difficultés à l'école, tant dans l'apprentissage que dans les relations avec ses camarades. Tu me fais rire. Bon, on va rentrer à la maison, on va aller goûter. Hein, ça marche? C'est ok pour demain que j'aille manger chez Lisa? Oui, c'est ok. Je vais téléphoner à sa maman, mais par contre, il faut que je te fasse à manger. Hein. Tu manges pas comme Lila, tu sais ça. Je sais. Pas toujours facile d'aller déjeuner chez les copines. Il y a un an, des analyses ont montré que l'intestin de Chania ne digère pas les fameuses molécules décrites par le chercheur norvégien. Depuis, elle suit un nouveau régime alimentaire sans gluten et sans lait, car elle n'assimile aucun des deux. Et pour les déjeuners à l'école, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu manges toi à l'école? Maman, elle me donne, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Elle me donne la petite boîte avec, c'est mon panier repas, elle me donne avec mon manger dedans. Et le midi, je descends au petit resto avec mon panier repas. Et là-bas, je fais réchauffer au micro-ondes. Et du coup, les copains, ils t'interrogent là-dessus? Enfin, il y a un peu tout le monde qui me regarde et tout, puis au bout d'un moment, c'est un peu énervant. Parce que je me sens un peu différente. Et puis ça me bouleverse un petit peu. Pas tous les jours facile d'être un peu différente, pourtant, c'est un effort qui en 4 mois a porté ses fruits. Attends, au début, j'y croyais pas, mais quand j'ai vu les changements, ça fait paf, et puis j'y ai cru. Je peux t'aider? Oui, tu peux m'aider, chérie. Tiens, tu prends la farine de châtaigne. J'ai de la farine de riz par là. Pas un grain de blé dans toutes ces farines. Tiens, tu prends la farine de riz, chouchou. Chania n'est plus la même. Ce n'est pas sa mère qui le dit, c'est elle. D'amandes, c'est pareil. Avant, il faut dire que j'étais assez agressive avec mes camarades. Je me fâchais beaucoup avec mes copines et puis après, j'étais triste. J'étais de mauvaise humeur. Puis quand on était devant le travail, j'avais pas envie de faire. Je dessinais au lieu des leçons. Je suivais pas et puis je faisais des mauvaises notes parce que je suivais pas. Et puis c'est que j'arrivais pas à être concentrée. Puis T'écornais tes livres aussi. voilà, j'écornais mes livres, je savais pas quoi faire au lieu de mon travail. Alors que maintenant, ça va beaucoup mieux, je fais plus ça, je suis bien concentrée, je suis bien dans mon travail. Et puis je suis plus agressive avec mes camarades. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de conflits avec ses petites copines. Elle avait vraiment de la peine à je sais pas, peut-être à tisser un lien par... Moi aussi, si elles me cherchent, elles vont me trouver. C'est vrai qu'elle a du caractère, mais en delà de ça, Chania, je pense qu'elle elle était tellement speed, je devrais dire, tellement... J'étais dans tous les sens, j'étais ouais, agitée. Agitée, voilà. Et je pense que ça effraie aussi les autres petits camarades. C'est peut-être pas un bon moyen de se faire des petits copains ou de les garder en étant justement brusque. Ouais. Ou tu veux... Attends, je vais goûter. De rien. Je mets dedans. Tu mets tout dedans, ouais. Et les effets concrets du changement alimentaire se mesurent aussi sur ses résultats à l'école. J'ai eu un retour positif de la maîtresse de Chania. Les notes, il me semble que... Ça va beaucoup mieux, les notes. On parlait de redoubler, parce qu'elle n'avait pas emmagasiné sa 5e primaire. Et puis là, il semblerait qu'elle passe en 6e, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, la maîtresse, pour l'instant, elle est très fière de moi. Donc c'est cool, faut que ça continue.
Pour que Chania continue à s'épanouir, il faut qu'elle mène la vie la plus normale possible. Son régime très strict ne doit pas lui fermer la porte de la gourmandise. Est-ce qu'il est trop sec? Est-ce qu'il est trop... Il y a le goût du riz, Ah ouais, super. mais c'est bon. Il n'y a pas de goût de riz, chérie. Moi, je trouve très bon. C'est vrai qu'il est très bon. Et La prochaine fois, essaye de le faire un petit peu plus moelleux. oui, chérie, à vos ordres. C'est désormais une obligation pour Maëlle. Savoir tirer parti d'ingrédients très inhabituels, comme ces farines de châtaigne, de riz ou de souchet, qu'on appelle aussi amandes de terre, de chanvre ou encore de teff, venu d'Éthiopie. Retour à Genève. Bonjour tout le monde. On va faire un cours de cuisine. À l'association Stellior qui se consacre aux intolérances alimentaires. C'est là que Maëlle apprend à faire ce qui semble impossible, du pain sans gluten. On va mélanger les farines. Ce n'est pas de la farine de blé, mais un mélange de farine de riz et d'arrowroot, une plante réunionnaise. Il y a aussi de l'amidon de tapioca. Tout. Ensuite, celle-ci. D'accord. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est la gomme de goire. De la gomme de goire, un liant naturel pour la pâte. On peut donc remplacer les propriétés culinaires du gluten à condition de savoir s'y prendre. Vous pouvez donner ces ingrédients à une personne et puis c'est le savoir-faire. Le savoir de la température, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc c'est vraiment des secrets qu'on doit donner aux personnes qui ont besoin et que ça leur change la vie. À la maison, j'ai beau essayer de faire du pain, mais j'arrive pas à faire un aussi bon pain que fait elle. Il est succulent, on le fait toaster le matin, etc. Et je pense que le pain, c'est très important parce qu'il est ancré dans la culture française. Si on n'a pas notre baguette, notre pain à table, c'est bof. 1 heure de cuisson à 200 degrés. J'enlève celle du haut. Et voilà, des petits pains sans gluten, mais gonflés et croustillants. Encore un peu celle du bas. Dans ce cours, on apprend à réussir tous ces fondamentaux du quotidien que sont les sandwichs, les pizzas, les gâteaux ou les lasagnes. Excellent. Excellent. Génial. Mais tout le monde ne peut pas consacrer autant de temps et d'énergie à la préparation des repas quotidiens. À Paris, nous avons retrouvé René, qui doit parfois s'en remettre à ce qu'il trouve dans les supermarchés. Identifier des produits sans gluten relève alors du parcours du combattant, une véritable traque aux étiquettes. René, en habitué, vient toujours avec sa loupe. La ratatouille. Cuisinée à la provençale. Aubergines, des oignons coupés, c'est bon, toujours bon, poivron rouge. La farine de blé. Ah, c'est dommage. Dans de la ratatouille, mettre de la farine de blé, c'est quand même dommage. Je regarde, fiche de pommes de terre. Nous, intolérants, on met toujours le doute sur le produit. On n'est plus sûr à 100% du produit. Quand je vois des chiffres, normalement, c'est à base de pommes de terre. Voilà, donc après, ils rajoutent d'autres choses. Et puis, pour nous, ça nous embête un petit peu. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans le produit réellement. Du filet de poulet. Ah. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir de gluten et c'est marqué gluten dessus. Donc malheureusement, pas consommable par nous. Pourquoi du gluten dans le filet de poulet, je ne sais pas. On va regarder le jambon, on ne sait jamais. Le jambon, c'est bon. Donc je ne vois pas pourquoi il y en a dans certains produits comme le filet de poulet. Et dans le jambon, j'en trouve pas. Donc c'est quand même bizarre. C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout, sauf 3 petites graines, 3 petits grains. C'est pas bien compliqué, je peux manger de tout, seulement ces 3 petites graines, il y en a partout. Pas de pizza, de spaghetti pour moi. Le poisson c'est ok, enfin, faut pas qu'il soit pané. Évidemment pas de pain, pas de hamburger, pas de bière, non, pas de bière. Pas de sandwich, et toujours se méfier des plats préparés. Attention, surtout attention à ce qu'on met dans les produits surgelés. Soupe, bouillon de volaille,
Saucisses, surimi, bonbons. Dans tous ces produits, le gluten est utilisé par les industriels comme un additif liant, émulsifiant ou épaississant. C'est pas bien compliqué, je peux manger le tout. Seulement ces 3 petites graines, il y en a partout. Heureusement pour René, quelques produits spécifiques sont apparus dans les rayonnages. Mais encore, Alors, faut-il les localiser? les plats cuisinés, tiens. Direct, ravioli. Pour l'instant, c'est la chasse au trésor, parce que j'en ai eu tout à l'heure à l'entrée, il y en a encore ici, et il y en a là. Heureusement qu'il y a le sans gluten en rouge, là, et l'épi de blé barré. Ça, c'est bon, donc ça, on prend systématiquement. Ce logo est celui de l'Association française des intolérants au gluten. Il apporte la garantie de l'absence de gluten dans le produit qui le porte. Aujourd'hui, le logo est apposé sur plus de 700 produits, mais en général, c'est plus cher. Au niveau des prix, donc c'est du simple au double. Donc je vois la blanquette de volaille, c'est 4,50 €, alors que des produits non consommables par nous, ils sont à 2,30 €, 2,50 €. Donc c'est quand même du simple au double. C'est plus cher, mais René n'a pas le choix. L'essentiel de son alimentation fait de lui le consommateur captif d'un nouveau marché en plein développement. Celui de ses clients longtemps cantonnés à quelques marques de produits diététiques, aujourd'hui convoités par les poids lourds de la grande distribution. Lorient, en Bretagne. Où nous avons rencontré la responsable de cette nouvelle offre pour une grande enseigne de supermarché. Les produits sans gluten de cette marque distributeur sont en vente depuis 6 mois. Elle vient prendre la température sur le terrain. Là, les plats cuisinés, ils marchent bien ou pas? Est-ce que ça commence à se faire connaître? Parce que c'est vrai que c'est un C'est moyen, honnêtement. C'est moyen. Les meilleures rotations, c'est dans le pain, les pâtes et les biscuits. Et les plats cuits en dernier. On peut dire aujourd'hui que sur 50 références, tous les produits sont achetés par nos clients. Je peux même dire qu'on attend avec impatience un élargissement de la gamme aussi. D'accord. Comme 600 000 personnes seraient concernées en France et encore peu diagnostiquées, on a un potentiel de développement qui est intéressant. Alors, il y a effectivement les personnes intolérantes, mais il faut aussi penser à leurs amis, à leur entourage, qui, quand elles doivent préparer un repas, au lieu de faire juste un plat spécifiquement pour cette personne-là, pouvoir en faire profiter toute la famille. Selon les estimations, les ventes de produits sans gluten ont triplé ces 3 dernières années, au rythme du dépistage de l'intolérance. Mais ces produits sont-ils vraiment sans gluten? Que garantit une simple mention sur une étiquette? Les intolérants peuvent-ils avoir confiance? Pour nous convaincre, Valérie Laplaine nous propose de l'accompagner chez un fabricant de poissons panés qui, depuis peu, se lance dans le sans gluten. Et quand l'usine entame la production de cette recette, fabriquée seulement 5 heures par mois, elle doit être décontaminée. D'ordinaire, cette ligne de transformation de poissons panés travaille avec une chapelure à base de farine de blé. Pour la recette sans gluten, il faut en éliminer jusqu'à la moindre poussière. On doit vraiment traquer tous les endroits où peut se mettre la farine. Donc une fois qu'on a remis à blanc l'usine, on doit faire des tests pour valider que la ligne elle est conforme. Donc c'est des tests, c'est des petits kits, comme des tests de grossesse, pour valider qu'il n'y a plus de gluten sur la ligne. La personne a préparé un écouvillon, c'est comme un gros coton-tige, qui va nous permettre de racler la surface et de faire le prélèvement de la farine. Un test réalisé en début, en cours et en fin de production. C'est une sécurité. On fait le nettoyage, on vient tester. À chaque étape, on valide qu'on est conforme. Donc c'est vraiment par étape. Alors voilà, c'est un test rapide, donc on a tout de suite le résultat. Vous voyez ici une première barre qui dit « le test est valide ». Une deuxième barre qui dit « on est sans gluten ». Si on avait eu une barre à ce niveau-ci, une troisième barre, il aurait fallu stopper la prod immédiatement puisqu'on aurait eu une contamination de la ligne. Autre précaution, l'origine de la chapelure, garantie sans gluten, est vérifiée. Vous avez ici le produit qui est une chapelure et elle est bien marquée cœliaque, qui nous dit bien que c'est du sans gluten. Donc toutes ces matières arrivent, sont bloquées. Quand on a le résultat et qu'on a la garantie qu'ils sont sans gluten, on peut les mettre en œuvre.
Et la chapelure, un mélange de farine de pois et de riz, est elle-même analysée avant son introduction dans la chaîne. Et c'est parti pour la production de 5 tonnes de colin d'Alaska sans gluten. Mais il reste encore une étape de contrôle sans laquelle aucun de ces poissons panés ne sera vendu. On prélève une boîte en début de fabrication, une boîte en fin de fabrication. Et là, ces produits sont analysés par un laboratoire indépendant et accrédité. Une fois qu'on a ces résultats, la conformité fait qu'on peut débloquer les produits et à ce moment-là, ils sont destinés à la vente. Donc on a vraiment multiverrou aux différentes étapes qui garantit complètement l'absence de gluten. Se lancer dans l'élaboration de produits sans gluten est donc une démarche pleine de contraintes pour les industriels. Mais il reste un ultime test tout aussi important, celui du goût. Car pour qu'il se vende, un produit doit être bon. Verdict de nos papilles, pas de différence avec le goût habituel des colins d'Alaska panés. Mais comme cette recette sans gluten ne représente que 5% de la production totale de cette usine, elle est 2 fois plus chère à produire. Une vie d'intolérant au gluten, c'est aussi l'impossibilité d'aller au restaurant, d'y partager en toute simplicité un repas entre amis ou de choisir en toute liberté dans la carte. Tout un pan de la vie sociale qui disparaît. Alors, quand un bistrot propose un brunch du dimanche sans gluten, tout le monde s'y précipite. C'est l'histoire des Cookettes, 3 jeunes femmes qui investissent une fois par mois ce resto lillois avec leurs plats sans gluten et leur vaisselle. Ici aussi, toutes les précautions sont prises. Salade et puis et là, il reste les pancakes. Ah non, ça c'est le reste de pâtes. Elles ont tout préparé à l'avance chez elles. Donc le but, c'est d'essayer de prendre le moins de... perturber le moins possible le restaurant qui nous accueille, en fait. Donc c'est pour ça qu'on arrive comme ça, avec tout prêt et au juste, on fait la vaisselle avant de repartir, quoi. En 2 ans, ce brunch est devenu le rendez-vous des sans gluten lillois. À chaque fois qu'on fait un brunch, en fait, il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est bête, il fait chez ma belle-sœur qui est machin, qui est malade » ou « Ah, bah je lui dirai la prochaine fois » ou il y a toujours « Ah, mais parce que mon voisin ou le fils du cousin de ma voisine, il y en a toujours un qui est intolérant, en fait. » Du coup, il se passe l'info et ça marche énormément par le bouche à oreille. C'est comme ça que ça marche. Et la bonne nouvelle se colporte jusque dans les foyers les plus résignés, ceux qui avaient vraiment renoncé à l'idée d'aller au restaurant. Alors, les cookies. En commençant les brunchs, il y avait une famille, ils n'étaient pas venus au restaurant depuis 15 ans en fait. Parce qu'il était tellement allergique qu'ils avaient décidé de ne plus prendre le risque. Ils étaient venus, je me souviens, c'était une soirée lasagne en plus. Et là, le gars, il était tout content parce que ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas pris une babysitter pour mettre les enfants, pour aller tous les deux au restaurant. Et donc là, voilà, dans ces cas-là, je me dis qu'on a gagné, quoi. Voilà, les filles, on goûte le cookie. Pour Anne-Lucie, c'est presque une victoire personnelle. Sensible au gluten, elle sait de quoi elle parle. Les repas au restaurant, c'est vite devenu jambon frites ou omelette frites. Et voilà, donc je m'étais dit comme ça en rigolant, tiens, ce serait marrant qu'un jour, il y ait quelqu'un qui crée un petit peu comme ça un restaurant sans gluten. Fini de rigoler, elles l'ont fait. Les 3 amies proposent un service de traiteur avec plein d'idées de recettes. À chaque fois qu'on fait une presta, en général, il y a des nouvelles saveurs qui apparaissent. Donc aujourd'hui, le pancakes au kiwi, par exemple. Voilà, j'aurais jamais pensé faire du pancakes au kiwi, mais tout arrive. Voilà, tout est prêt pour la tribu des sans gluten. Prix unique, 20 € le brunch. 11 h. Ils sont là, sourire aux lèvres. Ils peuvent enfin partager un repas au restaurant avec leurs proches. Pour eux, c'est un moment exceptionnel. J'avais l'impression d'être claquemurée chez moi et tout. Et là, ouf, des gens comme moi et des gens qui mangent et où je vais pouvoir aller sans être inquiète, sans me poser 100 000 questions. C'est vraiment c'est confortable, quoi. Et puis c'est rassurant. Enfin, ça permet de se poser, en fait. Hop, et voilà. Donc les pâtes à la méditerranéenne.
Poivron, olive, oignon, et sinon vous avez un cake aux épinards et graines de tournesol juste à côté. Voilà, merci. Comme j'ai pas souvent l'occasion d'aller au restaurant, ça me permet de pouvoir faire comme tout le monde. Ça te manque ça, l'idée de pouvoir faire comme tout le monde? Bah un petit peu, enfin surtout dans les choses collectives comme les goûters ou alors les fêtes, et bah, c'est assez dur de ne pas pouvoir manger comme les autres. C'est la seule sortie qu'on peut se permettre parce que dans un restaurant traditionnel, on n'est jamais sûr de ce qu'elle mange, donc on n'y va pas. Les restaurateurs ont beaucoup de mal à assimiler qu'une miette de pain puisse contaminer un plat, qu'une huile de friture dans laquelle on fait cuire de la panure puisse être contaminée et que donc les frites qui sont normalement des pommes de terre puissent être contaminées et mauvaises pour elles. Si par hasard on doit en faire un, elle ramène son plat qu'on demande à réchauffer, un plat scellé dans un micro-ondes, mais c'est hors de question de faire un restaurant avec elle. Donc aujourd'hui il y a plus de gens que prévu? Ouais, au moins une quinzaine de plus. 45 personnes au total pour 30 réservations. 15 personnes de plus. C'est une affaire qui marche. Tout à fait. On s'en va, au revoir. Merci. On s'est bien régalé. Merci alors. Vous nous tenez au courant pour ça marche. Le prochain, je vous envoie les dates. D'accord, merci. À bientôt. À bientôt. Bonne journée, bon week-end. En France, les sans gluten, même s'ils sont des centaines de milliers, sont rarement à la fête. Ils sont peu considérés par un secteur qui pourtant devrait être le premier à se soucier d'eux, la restauration. Ailleurs, comme par exemple ici en Suisse, de grands chefs prennent au contraire ce sujet très à cœur. Au Floris, près de Genève, une étoile au Michelin. Voici Claude Legras. Martin, tu vas aller me chercher au frigo viande. C'est des filets mignons de veau en brioche. Presque toute la carte de ce pionnier est réalisable sans gluten, à la demande éventuelle de ses clients. Pour lui, c'est un devoir. Je vis avec mon temps. Je trouve que maintenant, il faut se poser des questions. Demain, on n'est pas à l'abri, c'est-à-dire que là, je suis en pleine santé. Mais demain, on peut peut-être aussi déjeter chez moi que je suis intolérant au gluten. Et peut-être aussi à caséine aussi, ou aussi peut-être intolérant aux arachides. On voit beaucoup aussi des gens comme ça. Donc je pense qu'il faut aussi être à la place de ces gens-là et que demain, ça peut nous arriver. Puis avant tout, c'est aussi nous, cuisiniers, c'est dire on apporte du plaisir aux gens. Il ne faut pas banaliser ces gens-là. Il faut les mettre aussi au même niveau que tout le monde. Quand on vient au restaurant, c'est la fête. C'est côté convivial. On doit apporter du bonheur. Donc ça fait partie de notre travail. Exemple avec ces bouchées de gambas. La recette initiale se fait avec du boulgour, du blé concassé. On remplace donc la même recette, sauf qu'on remplace le boulgour par du quinoa. Le quinoa, donc c'est une céréale qu'on trouve surtout dans le Pérou, l'Amérique centrale. Et le résultat, il est pareil. Même, je dirais un petit peu mieux parce que c'est un peu plus souple en goût. Et on s'aperçoit que les gens, ils raffolent, ils aiment bien cette chose. Ce chef mène un travail de recherche permanent en cuisine pour trouver des alternatives au blé. On y va, de langostine encore, 2. La purée, c'est bon, Guigui? Allez, au revoir. Ok, derrière ça, on y va avec 3 riz de veau, un poisson. Bien cuit. Une bonne nouvelle pour les intolérants. Ils ne sont donc pas condamnés à de fades recettes de substitution. Gastronomie et santé peuvent se combiner. Notre enquête touche à sa fin. Mais il y a encore, dans le Lot-et-Garonne, une personne que nous avons voulu rencontrer. Il est paysan et boulanger. Lui porte un tout autre regard sur la question du gluten. « 5 heures du matin, la journée commence. Juste à côté de son fournil, il cultive ses propres blés. Sa farine vient de ses épis qui, eux aussi, s'éveillent lentement. Des variétés anciennes, un blé abandonné par l'industrie, pas assez productif. Ce paysan, ce boulanger, est un passionné qui fait l'éloge de la lenteur et de ses vertus. Il faut prendre son temps pour suivre le blé et ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire. Pétrin mécanique, mais des blés qui ne sont jamais passés par la recherche agronomique.
leur taux de gluten est celui que la nature leur a donné. C'est flagrant au test. Voilà, on a beaucoup. Voilà, si je veux étendre, bientôt ça va lâcher. Voilà. Voilà, si on avait une variété moderne, on pourrait encore étendre la pâte et on pourrait avoir quelque chose qui tienne encore plus. Voilà, là ça lâche. Et ça, avec ce petit test-là, on voit que le gluten n'est pas très tenace. Mais ça fait rien, on va faire du pain. Et on va faire du pain levé et on va faire du beau pain. Selon les critères de l'industrie, ces farines seraient impanifiables. Mais ce serait oublier toute l'histoire du pain. Ça fait des siècles qu'on fait du pain avec des variétés qui sont dites aujourd'hui impanifiables. Grâce à ce geste, et avec un peu de temps, la pâte va lever. Ah, magnifique. La levée est belle. Maintenant, il va prendre sa couleur doucement. La ronde des pains. 1 heure plus tard. Et ben voilà, le miracle a eu lieu. Magnifique. Et ben voilà. Il paraît que ces variétés sont impanifiables, qu'on ne peut pas faire de pain avec ça. Ah ben voilà. Et voilà. Moi, je trouve que c'est parfait. Le discours dominant, c'est que le seul blé avec lequel on peut faire notre pain quotidien, c'est celui-là. Le blé moderne, fruit de la sélection agronomique. Jean-François Berthelot ne l'aime pas. On est en plein champ d'uniformité, on est chez les nains, quoi. Des blés. C'est vraiment, pour moi, c'est douloureux de voir ça, quoi. J'ai du mal à trouver les mots parce que je veux être respectueux par rapport aux paysans qui cultivent ça, parce qu'ils n'ont jamais fait de pain, ils ne savent pas ce que c'est que le pain. On leur demande de faire ça, quoi. Mais franchement, c'est la désolation, quoi. Il n'y a aucune couleur, il n'y a aucune brillance, il n'y a rien. Il y a voilà, une espèce de paillasson. Et voilà, c'est tout gris, tout terne et tout uniforme, quoi. On parlait toujours de ces belles pailles dorées, mais où est le doré dans cette végétation? Où est la... C'est désolant, quoi. Le doré, le voilà. Les 40 petits hectares de Jean-François Berthelot. À comparer aux 5 millions de l'agro-industrie. Il travaille en biologique, sans engrais, mais surtout, il mélange les variétés. On trouve des blés barbus rouges, des blés pas barbus blancs, des blés plus roux barbus, des blés roses pas barbus, clairs blancs. Voilà une diversité de couleurs. Là, on peut parler des blés d'or, quoi. Et quand on voit cette brillance et cette couleur, on peut déjà imaginer la brillance et la couleur du pain, quoi. Et ces blés anciens, il les a exhumés des frigos de l'INRA. Oubliés, ils y sommeillaient depuis le début du siècle dernier. Nous les avons ressortis et nous les refaisons vivre, mais la difficulté, c'est qu'effectivement, on ne peut pas commercialiser ces graines-là comme semences. On a le droit de se les échanger, on se les échange entre paysans, mais on ne peut pas en faire une activité commerciale de semences, alors qu'il y a des agriculteurs qui devraient pouvoir faire des champs de blé comme ça pour pouvoir vendre ces semences-là comme blé, parce que ça, c'est ça qui fait le bon pain. Et il faut que la législation, la réglementation, elle évolue, quoi. Car en France, la loi impose des semences compatibles avec les critères de l'industrie. Stables, homogènes, pas vraiment la loi de la nature. Pour Jean-François Berthelot, l'émergence d'une intolérance au gluten dans tout le monde occidental est un signal. Ce paysan s'interroge. On produit du blé parce qu'on pense qu'il nourrit bien, on pense qu'il va faire un bon pain. Mais si on s'aperçoit que de plus en plus de gens ne le digèrent pas bien ou se portent mieux sans en manger, c'est donc que nous sommes dans l'erreur, quoi. Qu'il faut chercher au moins ailleurs, explorer autre chose, quoi. Et ces variétés-là sont un véritable espoir.